vous voyez au rendez-vous, vous parlez de la Grande Guerre, de la terrible guerre 14-18. Nous avons choisi de vous parler spécifiquement du rôle des femmes pendant la Grande Guerre. Pour raconter cette guerre, j'ai envie de vous donner des chiffres. C'est parlant, les chiffres. Ça dit beaucoup, les chiffres. Voilà, c'est ça. 80 millions, oui. 80 millions d'êtres humains vont être plongés dans cette guerre. 10 millions de morts, 19 millions de blessés, 10 millions de mutilés, 10 millions... Oui, 10 millions de réfugiés, 7 millions de prisonniers. Ah bah oui, le tableau est noir, mais comment y échapper si on veut raconter? 9 millions d'orphelins et 5 millions de veuves de guerre. Non, non. On peut aussi le raconter comme ça. Pendant toute la guerre, il y a eu 6400 tués par jour. Il est parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes, ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme, ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la loi, et quand la mort s'est tue, je n'ai reçu la croix du soldat inconnu. Debout, femmes françaises placées sur le champ de travail, ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime, tout est grand qui sert le pays. Debout, à l'action, au labeur. Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, vive la France! Donner aux femmes dans le droit la place qu'elles ont prise dans le devoir. Ça, c'est de Joffre. Ah non, pas du tout. Non, non, ça c'est une phrase de Maurice Barrès, un écrivain et un homme politique, qui a laissé penser un temps qu'on accorderait aux femmes une place nouvelle, une réelle citoyenneté. Résultat, les Anglaises, les Allemandes, les Autrichiennes, Russes, Polonaises, Belges et Américaines vont obtenir le droit de vote à la fin de la guerre. Les Françaises, quant à elles, devront se battre encore longtemps. Le combat pour l'égalité politique va durer jusqu'à la fin de la guerre suivante. Ah bah la guerre, vive la grève, rendez-nous nos maris. Un travail égal, salaire égal. Eh oui, déjà. 450 000 munitionnettes vont fabriquer 300 millions d'obus et plus de 6 milliards de cartouches en 4 ans. Et les journaux ne parlent pas de la pénibilité du travail des femmes dans l'industrie de guerre. Travail soi-disant facile et bien rémunéré. Pour le moral des troupes, la femme en général et la munitionnette en particulier est représentée maternant les obus ou les empilants comme des bêtes. Mais le journaliste, Marcel Capy, a voulu se faire embaucher comme munitionnette pour témoigner de la réalité de la l'œuvre. Armandine se marie en 1910. En 1914, son mari la quitte pour aller sur le front. Pendant plus de 4 ans, il la laisse seule avec ses 4 enfants. Alors commence une correspondance incroyable. Elle, Armandine, lui écrit chaque jour une lettre de 1 à 4 pages pour lui raconter tout ce qui se passe dans sa petite famille. Lui, Armand, lui répond et griffonne une lettre de 1 à 14 pages d'une petite écriture serrée. On a retrouvé cette correspondance intacte. À Rennes, les fabricantes de cartouches se mettraient en grève pour avoir une augmentation. 600 soldats sont arrivés pour les faire partir, avec ordre de tirer sur elles si nécessaire. Triste France. Je puis te le dire maintenant. J'étais dans la fournaise ce 16 juillet. Je montais à l'assaut. Dieu m'a protégée. C'était d'une violence inouïe. J'ai grand peur. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais si changée. Mignonne, il faut apaiser ton petit cœur et tes sens. Je te veux calme. La permission approche. On s'en donnera. Il ne faut pas perdre une minute. Tous les deux, nous excellerons d'amour.
Je ne cueillerai d'autres fleurs que sur tes lèvres, et je ne serai heureux et fier que de tes caresses. La guerre va finir. Je veux être belle pour te faire de l'œil. Je ne suis ensorcelée que par toi. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses bras. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine. Voilà. Elle a retrouvé Armand. Ce qui n'est pas le cas de celles qu'on appellera les veuves de guerre. 630 000 femmes exactement. Le deuil est à la mode. Le noir est largement porté. Elles l'ont appris par télégramme. Par le garde champêtre ou le maire. Ou bien c'est une lettre qui revient. Ou un colis. Comme ça. Sans aucun mot d'accompagnement. Plus insupportable peut-être que la mort, l'ignorance des circonstances de la mort. Des femmes, des mères, des fiancées vont attendre des mois, voire des années pour savoir. D'autres ne le sauront jamais. Il n'y aura pas d'enterrement, pas d'hommage, pas de recueillement sur la tombe. Une mère, Jeanne Catulle-Mendès, va remuer ciel et terre, faire jouer ses relations, partir sur le terrain pour retrouver le corps de son fils et lui offrir une sépulture. Il avait 20 ans. Deux organisations catholiques décident de donner une famille à ceux qui n'en ont pas. Des jeunes filles de très bonnes familles sont autorisées à écrire à des inconnus de toute classe sociale. On les appellera les marraines de guerre. Elles écrivent des lettres et elles envoient des colis. À l'origine, il s'agit de s'occuper de ceux qui n'ont rien ou personne, et l'objectif est de soutenir le moral Je des t'écrirai que ce soir, car Douaumont est perdu. J'ai peur, je chante, on va boire, et Jules l'a jamais, sais-tu. Quelquefois, je fais un rêve, oh pas vraiment, pas exprès. Veux-tu, si la guerre s'achève, être ma marraine de paix? Sais-tu que je fais un rêve, oh pas vraiment, pas exprès? Veux-tu, si la guerre s'achève, être ma marraine? Un soir de novembre 1917, dans une vaste remise, une troupe d'artistes féminines est annoncée. Il n'en fallait pas plus pour faire accourir des centaines de poilus jusque des villages voisins. Les femmes, jeunes et jolies, à demi nues, parées de bijoux, débitèrent, chantèrent, jouèrent prose et petites comédies très grivoises. Transportés, excités, les poilus trépignaient, applaudissaient, cela fait de rire. Mais oui, ils ne veulent pas de conférences, ni de leçons, de morale, qu'on ne vienne surtout pas leur vanter les attraits du devoir ou la beauté du sacrifice. Pas de Marseillaise, parce que ça les ennuie. Oui, mais il ne faut pas réduire le rôle de la femme et de la comédienne en particulier à celui de simple, réjouissant, dérivatif sur le mode repos du guerrier. Les femmes vont apporter sur le front l'exact contraire de la guerre, de la laideur et du malheur. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, une femme. Je vous dis, c'est une héroïne nationale, la plus emblématique des femmes de 14-18, c'est la Madelon. La serre
Chanel, dite Coco Chanel, qui a bouleversé la mode et la silhouette des femmes. En 1914, Jean Cocteau décrivait ainsi les dessous d'une femme. Armure, cuirasse, corset, collerette de perles. Penser déshabiller l'une de ces dames était une entreprise difficile qu'il convenait d'organiser d'avance, comme s'il se fût agi d'un déménagement. Et les aviatrices, Marie Vin et Hélène Dutrieux sont les premières femmes à obtenir leur brevet de pilote. Elles remportent des compétitions dans les meetings aériens et sont plus qu'aptes au combat aérien, mais rien à faire. Cette fonction reste strictement réservée aux hommes. Hélène sera infirmière et ambulancière à la Croix-Rouge, Marie Vin aussi, mais elle décrochera la Croix de guerre en bombardant une caserne allemande en zone occupée. Et les espionnes en temps de guerre, il y a toujours eu des espionnes. Ah oui, et la plus célèbre, c'est Mata Hari. À la fin de la guerre, Marie Curie et sa fille forment à la radiologie des soldats américains avant leur retour aux États-Unis. Irène recevra elle aussi un prix Nobel. Et voilà le travail. Chapeau, mesdames. Et les mères, les mamans, des femmes qui travaillaient, qui ne dormaient pas, qui attendaient. Elles ont vécu chaque jour dans l'ombre de la mort. Il faut dissimuler cette angoisse lancinante, car il faut que la vie continue. Il faut être disponible pour ceux qui sont là. Les 4 années de guerre ont été 4 années d'angoisse permanente. 1 300 000 femmes ont perdu leur fils. 2 millions vont les retrouver blessés, mutilés. 3 fils morts chez les Harriers, à Guétari, en Pays Basque. 3 aussi tués en moins d'1 an chez les Raters en Savoie. 3 chez les Trouillot, en Haute-Saône. 3 aussi chez les Sabiani, en Haute-Corse. C'est Marie-Jeanne Nézet à Fouesnant dans le Finistère qui a perdu tous ses fils sur le champ de bataille. C'est Sébastien Le Gouille qui a perdu ses 3 fils et ses 2 gendres. Les Bernard à Cuers en perdront 4. Les Bonlarons, à Randervillers. Les Créac, à Vannes. Les Doisons, 6 fils et une fille. Seul le plus jeune, âgé de 13 ans, n'est pas allé à la guerre. Les Grésanlés, des 11 fils, la guerre en prendra 6. Les Trémaillés à Blanzy perdront 5 fils sur 6 mobilisés. En moins d'1 an. Dont 2 tués à 5 minutes d'intervalle. Plus de combat.